Monsieur le ministre, bienvenue. Merci de votre présence. Bonjour à tous pour cette conférence sur l'agriculture et l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire et de savoir quels sont les modes de coopération qu'il faut qu'on développe, notamment autour de la transformation, puisque la transformation, comme vous le savez, c'est l'avenir aussi pour nos deux pays, de l'agriculture et pour la Côte d'Ivoire, pour ne vendre aussi autre chose que des produits bruts. Monsieur le ministre, je vais vous laisser la parole. Vous avez un micro juste voilà, en face de vous. En vous remerciant encore une fois d'être venu, ce qui est un honneur pour nous. En plus, le président Wauquiez, hier, le président de l'AIRF a rencontré Alassane Ouattara et a parlé de 3 dossiers d'entreprises qui ont été particulièrement appréciés, je crois, par le président. Donc on est dans un contexte qui est particulièrement positif. Merci de votre présence. Je vous laisse la parole. Merci bien. Bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux de participer à cet échange sur une problématique qui est centrale pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la transformation de nos produits agricoles. Pour faire simple, la Côte d'Ivoire est fondamentalement un pays agricole. Le succès de ce pays, cela a été dit et répété tellement de fois, a toujours reposé sur l'agriculture. Et c'est peut-être venu du fait que le premier président ivoirien, le président Félix Houphouët-Boigny, était lui-même paysan, était lui-même agriculteur et a d'ailleurs commencé sa carrière politique dans le syndicat agricole. Donc cela a créé une tradition qui se perpétue jusqu'à maintenant et qui a fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial de noix de cajou, le premier producteur africain de caoutchouc naturel, troisième producteur mondial au monde de caoutchouc naturel, troisième producteur mondial de caoutchouc naturel. Nous sommes également parmi les premiers producteurs pour le palmier, pour le coton, etc., etc. Tout ça pour montrer la diversité de notre agriculture, la richesse de notre agriculture, les positions importantes que nous occupons à travers le monde ou au plan africain. Maintenant, l'équation pour nous est de faire le saut vers l'étape suivante. L'étape suivante pour nous, c'est transformer nos produits agricoles, pour faire simple là aussi. L'étape suivante, c'est arriver à transformer toutes nos productions avant qu'elles ne soient exportées. Il faut savoir qu'il y a quelques décennies seulement, nous exportions 100% de ce qui était produit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a, par exemple, au niveau je pense que le niveau le plus haut que nous avons pu atteindre, c'est celui avec l'huile de palme, où nous sommes à 100% de transformation locale. Nous exportons même les produits finis. Des évolutions également sont notées sur l'EVA, par exemple, où nous arrivons en première transformation aujourd'hui à être pratiquement à 100%. Mais je dis bien en première transformation parce qu'il y a d'autres étapes de transformation pour arriver aux produits qui sont consommés. Sur le coton, c'est la même chose. En première transformation, nous approchons les 100%. Par contre, nous continuons à exporter des fèves de cacao. 50% de notre production, c'est-à-dire à peu près 1 million de tonnes, continue d'être exportée brute. Nous continuons à exporter 50% de nos noix de cajou. Donc, imaginez 700-800 000 tonnes qui prennent le bateau, qui contournent l'Afrique, qui vont jusqu'au Vietnam ou en Inde pour être décortiquées là-bas. Voilà. Donc, c'est deux petites questions qui vous permettent d'entrevoir ce qu'il nous faut faire pour
faire le pas suivant, comme je l'indiquais tout à l'heure, parce que pour nous, c'est cela l'avenir de l'agriculture ivoirienne. L'agriculture ivoirienne doit baisser globalement dans notre produit intérieur brut, pour donner de plus en plus de place à l'industrie, à la transformation, qu'elle soit artisanale ou industrielle. Peut-être, vu le nombre de personnes à cette table, je ne souhaite pas monopoliser la parole, à moins que vous m'autorisiez à en dire plus, non, mais il y a tellement à dire sur notre agriculture que... Ce que je vous propose, c'est qu'on soit en mode plutôt débat, c'est-à-dire Parfait. de vous faire réagir aussi, pourquoi pas, sur pas chacune des interventions, mais sur les interventions en général. Comme ça vous permettra peut-être d'apporter des compléments par rapport à la stratégie que vous avez mis en place. Vous avez mis en place une nouvelle stratégie quand même, il n'y a pas longtemps, non? D'accord. Notre stratégie, elle est simple. Elle est évidemment principalement focusée sur l'agriculture, mais vous allez voir rapidement qu'il y a un pan important, un pilier important qui a un lien direct avec la transformation de nos produits. Notre stratégie, qui prend en compte l'évolution que notre pays a connue jusqu'à maintenant, qui prend en compte la situation actuelle, qui prend en compte les positions que nous avons, qui prend en compte les données de marché, etc., nous a permis de bâtir une stratégie, pour faire simple, en 5 piliers qu'on peut rapidement retenir. Le premier pilier, c'est celui de la souveraineté et de la sécurité alimentaire. 2 termes qui se complètent, souveraineté, sécurité alimentaire. Donc, premier pilier, faire en sorte que nous consommions ce que nous produisons et surtout que nous produisions tout ce que nous avons l'intention de consommer. Voilà, parce qu'il n'est pas interdit de manger des choses qui viennent d'ailleurs, mais quand on le produit localement, c'est encore mieux. Et nous avons un climat qui permet pratiquement de produire tout ce que les Ivoiriens aujourd'hui consomment. Peut-être pas avec le même niveau de rendement qu'en Ukraine, qu'en France, qu'aux États-Unis, etc., sans prendre d'exemple. Mais nous sommes tout à fait en mesure aujourd'hui, sur le territoire ivoirien, de produire tout ce qui est consommé par les populations ivoiriennes. Et dans ce volet souveraineté et sécurité alimentaire, il y a 5 produits phares, et j'en parle pour que vous les voyez comme des opportunités dans lesquelles on peut investir en Côte d'Ivoire. Donc, le premier produit, c'est le riz. Premier produit de consommation des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous importons encore 1 milliard d'euros à peu près de riz par an. C'est considérable. Ce riz peut être produit et nous avons fait l'état des lieux. Il est possible sur tout le territoire ivoirien aujourd'hui de produire du riz en grande quantité. Maintenant, les prérequis, les conditions, nous les connaissons. J'en parlerai peut-être dans une autre prise de parole. Ce sera, par exemple, la maîtrise de l'eau, les semences, l'engrais, la formation. Bon, mais ça, nous pourrions en reparler. Donc, premier produit, le riz. Le deuxième, c'est le maïs. Tout simplement parce que le maïs est un apport important à l'alimentation animale. Et quand on dit souveraineté et sécurité alimentaire, ça inclut tout ce qui est protéines alimentaires, tout ce qui est viande de bœuf, poulet, poisson, etc., etc. Et tout cela consomme beaucoup de céréales. Et malheureusement, là aussi, nous avons un gros déficit en termes de production. Donc là aussi, il y a un enjeu important, production de maïs. Et sur tous les territoires ivoiriens aujourd'hui, on peut produire du maïs en grande quantité. Troisième produit, c'est le manioc. Le manioc, tout simplement parce que nous couvrons aujourd'hui les besoins nationaux, mais le manioc est devenu, ou la tiéké, est devenu un produit consommé partout dans le monde. Vous allez dans un restaurant africain à Johannesburg ou à Minneapolis ou à Paris. Vous demandez de la tiéké, généralement, il y en a.
Mais cet attiéké, il est produit à partir du manioc et il vient de Côte d'Ivoire. Donc nous nous retrouvons avec une très forte pression aujourd'hui sur le manioc. Et c'est pour cela que nous l'avons mis en troisième produit, parce que ça peut être une opportunité d'exporter, de créer de la valeur, puisque c'est principalement les femmes, les petits producteurs qui font de l'attiéké. Donc créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée, créer des recettes d'exportation. Le quatrième, c'est la banane plantain, je ne vais pas insister. Et le cinquième, c'est l'igname. Et sixième, c'est les produits maraîchers. Produits maraîchers, tout ce que vous connaissez, que les Ivoiriens consomment, aubergines, piments, tomates, oignons, etc. Il n'est pas normal que nous importions de l'oignon du Niger, encore, on peut comprendre, mais de Hollande, à certaines périodes de l'année, de Hollande, à certaines périodes de l'année. Et il n'est pas normal que nous importions de la tomate de pays voisins à certaines périodes de l'année. Donc aujourd'hui, la réflexion, c'est d'avoir une production lissée sur toute l'année, être capable de produire sur toute l'année, avec un coût de production qui soit pratiquement le même, pour éviter les pics que nous avons aujourd'hui en contre-saison. Et ça aussi, c'est possible. C'est parfaitement possible. Maîtrise de l'eau, semences, éventuellement utilisation de serres, formation, etc. On peut y arriver. Donc voilà, ce premier pilier, souveraineté, sécurité alimentaire. Le deuxième, compétitivité. Compétitivité de notre économie, ça passe par la maîtrise de l'eau, ça passe par la mécanisation, donc outils adaptés, ça passe par des semences de qualité, ça passe par les engrais adaptés au sol, au type de sol, parce qu'aujourd'hui, les engrais sont utilisés un peu de façon brute et sans grande efficacité. L'idée, c'est d'avoir une cartographie des sols plus précise, de sorte à amener ce qui est nécessaire comme supplément en engrais. Donc là aussi, il y a des opportunités. Et dans cet aspect compétitivité, il y a bien entendu l'aspect formation. Il y a d'autres aspects sur lesquels nous pourrions revenir. Troisième pilier, le financement. Le financement, parce que nous pensons qu'au stade où notre agriculture se trouve aujourd'hui, il faut un effet de levier, et cet effet de levier ne viendra pas sans financement adapté. Notre agriculture, c'est pratiquement autofinancé jusqu'à maintenant. Nous avons des millions d'agriculteurs, mais qui sont généralement des héritiers ou des enfants, de petits-enfants d'agriculteurs. Donc, ils ont continué avec l'exploitation qu'ils ont trouvée. Ils utilisent les mêmes méthodes. L'idée, c'est de changer cela, donc permettre que l'agriculteur soit un entrepreneur, un agripreneur, comme on dit, qu'il soit capable de lever du financement, d'acquérir du matériel adapté. On a une conférence sur le financement à 14h, dont ça sera une partie de... D'accord, donc financement troisième. Dans l'aspect mécanisation, je ne cache pas le fait que nous mettons en place ce que nous appelons des centres de prestation de services mécanisés, parce que nous avons justement de petites superficies agricoles, avec des agriculteurs qui sont, en l'état actuel, incapables d'investir dans tout ce qu'il faudrait pour mécaniser leur production. Donc, ces centres permettent de mutualiser, en quelque sorte, l'acquisition de matériel qui sont loués à l'heure, au jour, à la semaine, selon les besoins. Et ça permet à l'agriculteur d'avoir accès à des équipements sans pour autant investir dans le CAPEX que cela nécessite. Quatrième point, c'est le foncier, qui est en lien un peu avec le financement. Maîtriser le foncier, recenser le foncier, sécuriser le foncier, permettre à l'agriculteur d'être propriétaire de son sol. Je pense que c'est la première condition d'ailleurs que le financier ou le banquier exigera. Et le cinquième point, c'est la durabilité. Durabilité, bien évidemment, prendre en compte
toute la littérature qui accourt en ce moment sur l'évolution de la nature, la protection, le besoin de protéger la nature, etc., le besoin pour ce qui nous concerne de réduire la déforestation, de bloquer la déforestation, voire même de reforester, puisqu'aujourd'hui nous avons l'ambition de reforester 3 millions d'hectares en Côte d'Ivoire, après en avoir perdu une douzaine à peu près. Bon. Maintenant, cela ça suppose qu'il faut une agriculture plus intensive. Il faut être capable de produire au moins les mêmes quantités sur des superficies qui sont les mêmes ou qui sont moindres. Donc, tout le monde comprend ce qu'il faut pour cela, maîtrise de l'eau, engrais, semences, formation, etc., etc. Et nous, cet aspect durabilité pour nous est important parce que c'est ça qui va permettre de perpétuer notre agriculture. En l'état actuel, les fils et petits-fils d'agriculteurs dont je parlais tout à l'heure ne sont pas très intéressés à prendre le relais de leurs parents, tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt et le travail était trop pénible. Donc, en simplifiant le travail, en le rendant plus moderne, plus mécanisé et en améliorant les revenus des agriculteurs, nous sommes capables d'avoir une deuxième, une troisième génération de jeunes intéressés à faire de l'agriculture. Voilà. Et c'est pour nous le moyen de perpétuer notre agriculture aussi. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas... Merci, Monsieur le Ministre. Alors, merci d'avoir posé la problématique. Alors, le problème de la Côte d'Ivoire, ou les problématiques de la Côte d'Ivoire, on les retrouve en fait dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, puisque en l'occurrence, vous n'avez pas une problématique isolée. Donc, je vous présente Afef Bediafi, qui est du cabinet Deloitte Afrique, et qui est associé, qui est en charge de l'agri-agro, particulièrement, parce que Afef, tu es référente sur le sujet. Alors, je crois que tu as un PowerPoint avec quelques chiffres. Et j'ai demandé à Afef si elle pouvait faire un peu un espèce de panorama de la problématique en Afrique de l'Ouest. Donc, Afef, je vais te laisser la parole. Et s'ils veulent bien nous mettre tes slides en régie. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction, Marc. Je suis ravie de faire partie de ce très beau panel. Donc, en fait, ce que je vais présenter, ça va appuyer ce que Monsieur le Ministre vient de dire. Je vais le présenter en termes de chiffres et ça va couvrir toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est les principaux chiffres sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'agriculture et sur l'agro-business. Donc, on est d'accord que l'activité agricole, elle est essentielle pour le développement économique et la sécurité alimentaire, et c'est partout dans le monde, hein, c'est essentiel, partout dans le monde, mais principalement en Afrique de l'Ouest. Et avant de rentrer dans l'explication en fait, des enjeux de développement du secteur agricole, il est important de s'accorder sur l'interprétation ou notre compréhension des différents indicateurs, des chiffres de ce secteur agricole. Aujourd'hui, je me suis limitée en fait à des données high level, donc très macro, voilà, pour présenter un petit peu le panorama. Mais ce sont des données vraiment très très macro qui nous permettent d'avoir une idée sur les principales tendances. Mais je serais contente de partager avec vous le panorama détaillé par pays dès que c'est finalisé. Donc si bien évidemment vous êtes intéressés. Donc en termes de chiffres, si on se focalise sur les chiffres principalement, je suis partie sur un chiffre que tout le monde connaît, qui est la population. La population sur notre continent, donc on est à 1,5 milliard d'habitants et on va tendre vers 2,5 milliards d'habitants à horizon 2050. Et si on se focalise sur l'Afrique de l'Ouest de manière particulière, on est à peu près à 480 millions de personnes. Et on va avoir pratiquement la même évolution à horizon 2050. Donc on va doubler de population.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a un challenge notamment en termes de sécurité alimentaire et de création d'emplois justement pour ces jeunes. Mais il y a aussi une opportunité, c'est l'opportunité d'avoir plus de main-d'œuvre active et aussi c'est l'opportunité d'un marché consommateur qui est très intéressant pour les entreprises, notamment les entreprises privées. Donc ça, c'est un premier indicateur. Le secteur agricole et agrobusiness est aussi un facteur de stabilité sociale. On parle de 66% de la population active qui est employée dans le secteur agricole. Et donc, ça permet non seulement d'avoir un travail décent, si on veut, mais aussi de maintenir les populations dans leur localité. Et ça, c'est aussi très, très important pour les volets sécuritaires et pour plusieurs autres volets. Et on a une majorité de femmes qui travaillent dans ce secteur agricole. Et donc, il faudrait regarder en détail les conditions des femmes dans ce secteur. Et peut-être une première bonne nouvelle pour Monsieur le ministre, c'est qu'on a constaté que dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, il y a un retour vers l'agriculture par les jeunes. Justement parce que vous venez d'expliquer, en fait, il y a de l'automatisation, il y a l'adoption des technologies qui fait que ce n'est plus aussi pénible d'avant et c'est une activité qui est plus rentable. Et donc, du coup, les jeunes sont plus intéressés pour aller dans le secteur agricole. C'est un secteur qui a la deuxième place d'impact et de poids sur la création de richesses, sur le PIB, sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce secteur représente 25% du pays, de l'ensemble de cette région. Là, si on repart sur la chaîne de valeur, parce qu'on parle d'agriculture, d'agrobusiness, et donc, du coup, voilà, il y a une chaîne de valeur qui définit un petit peu la trajectoire d'évolution de cette activité. Et donc, depuis les intrants agricoles jusqu'à la production, la transformation, la commercialisation et la consommation au final. Donc, Monsieur le ministre avait parlé des intrants agricoles et des engrais qui ne sont pas adaptés au sol. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, on a moins de 20% des semences qui sont utilisées sans certifier. Et donc avec une validation de qualité et forcément de rendement derrière. Et on n'a que 20% de ces semences qui sont certifiées. Et donc ça peut être aussi une opportunité intéressante pour créer des multiplicateurs de semences, des entreprises de semences, etc. Pour les engrais, pareil. Pour les engrais, on est sur 80% d'importation des engrais. Après, il faudrait analyser l'opportunité. Est-ce que c'est une vraie opportunité de faire des engrais locaux ou pas? Il faudrait faire une analyse économique parce que il y a des analyses économiques qui montrent que le coût est plus intéressant, d'autres analyses économiques qui ne valident pas cette donnée. Donc ça, c'est concernant les intrants agricoles et j'ai fait juste une sélection de quelques indicateurs qui m'ont semblé pertinents. Et donc sur les intrants, effectivement, quand on parle de sécurité ou de souveraineté alimentaire, c'est un volet sur lequel il faut vraiment faire un focus pour justement avoir les bonnes semences pour améliorer la productivité, le rendement et avoir la productivité nécessaire. Si on passe au volet de la production, on est sur plus de 90% des terres agricoles qui sont cultivées en mode pluvial. Et donc et vous l'avez évoqué en fait lors de la conférence d'hier sur l'agriculture, on est sur un mode extensif et pas sur un mode intensif. Et donc du coup, ça explique un petit peu le rendement qui pourrait être amélioré si on met en place bien sûr l'irrigation. L'irrigation justement. Je dois faire vite. Très rapidement. Ce qui est intéressant aussi à souligner sur la partie de production, c'est qu'il y a énormément de pertes. Et ces pertes sont dues à la mécanisation, aux problèmes de mécanisation. Elles sont aussi très liées aux problèmes d'accès à l'énergie, donc du coup de conservation, de chaîne de froid, et je pense que ça aussi c'est hyper important. Donc très rapidement, en termes d'exportation de produits à l'état brut, il y a une forte amélioration sur un certain nombre de pays, mais on reste tout de même sur une exportation élevée, et même très élevée, à l'état brut. Et puis, ce qui est aussi très intéressant à voir, c'est le financement qui est accordé aux agrobusiness, qui ne dépasse pas, c'était à ma surprise d'ailleurs, qui ne dépasse pas les 5%.
des financements accordés par les... Dans le domaine privé, tu veux dire? Par les banques, oui. Ouais, par les banques. par Ah les oui, banques. c'est très faible. C'est très très faible. Et donc voilà, juste pour aller très très rapidement sur la slide d'après, parce que c'est un focus très rapide sur la transformation. Et donc en termes d'enjeux sur la transformation, j'ai essayé de synthétiser au maximum. Et donc il y a un enjeu d'infrastructure qui est insuffisante, et donc il y a un enclavement, il y a un problème d'accès en fait pour les terres arables et qui sont pour les productions. Il y a une prédominance du secteur informel et là il faudrait qu'il y ait une action aussi publique de la part de l'État pour régulariser cette situation qui n'est pas évidente. Il y a un accès très limité au financement, il y a une réglementation qui est très complexe, compliquée principalement pour la transformation et les certifications. Il y a un accès très limité à l'énergie, ce qui limite l'accès à l'eau aussi, parce qu'on a des problèmes de pompage. Et puis, dernier, enfin, c'est pas exhaustif, hein, parce qu'il y en a d'autres, mais dernier, c'est l'inadéquation des compétences entre ce qui est requis pour développer notamment la transformation et ce qui est acquis au jour d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Oui, j'étais avec le ministre de l'Agriculture du Togo l'autre jour, et c'est la même chose. Lui, il dit il faut que je transforme mes paysans en agriculteurs. Et je trouve que l'image est assez belle, mais ça demande de la formation. Tu peux réintervenir après hein, sur différentes suggestions que tu pourras avoir. Merci, AFF. Alors, ce que je propose, Monsieur le ministre, c'est qu'on passe sur 4 témoignages d'entreprises françaises et d'entreprises ivoiriennes avec AWA, parce que je trouvais que c'était important que AWA puisse s'exprimer, parce qu'elle représente aussi quelque part une des cultures importantes de la Côte d'Ivoire, qui est le cacao. On commence par qui? Olivier Malingréau. Alors je vous présente Olivier Malingréau, qui est chef d'entreprise. Je vais te laisser te présenter, Olivier, ça sera aussi simple. Enfin, je peux te faire ton panégyrique, mais qui fabrique des macarons. Vous voyez, les petits. Enfin, et pas que ça, mais en partie. Alors, bonjour tout le monde, je suis Olivier Malingréau. Alors, en préambule, j'aimerais m'excuser auprès de nos amis sénégalais et équatoriens. Déjà, on va tous espérer qu'on aura les éléphants contre les bleus en finale. Déjà, ça c'est en préambule. Hein. On est désolé. Hein. Alors, moi, je connais un petit peu la Côte d'Ivoire parce que j'y ai vécu 4 ans. J'ai vécu 4 ans à Yamoussoukro et Accra. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu le président Félix Houphouët-Boigny, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai de très très beaux souvenirs. Voilà, ça c'était en préambule. Donc moi, je fabrique des macarons, mais pas que. Du côté de Lyon, on a monté une petite structure qui aujourd'hui compte environ 150 salariés. On exporte beaucoup. On a une structure qu'on a ouverte aux États-Unis et puis une au Brésil également, mais en exportation et en distribution. Dû à mon attachement à la Côte d'Ivoire, j'aimerais pouvoir faire la même chose ici, plus précisément à Abidjan. Et j'aimerais que Abidjan serve de hub pour la production de mes produits. Alors, pas uniquement du macaron, je fais du macaron, mais je fais aussi des éclairs, je fais de la pâte à tartiner, je fais des produits de haute qualité français. Vous avez la Durée qui s'est ouverte ici sur Abidjan. Eh bien, moi, ce que je compte faire, c'est ouvrir une production ici qui va servir de point d'ancrage pour pouvoir après exporter dans les pays d'Afrique de l'Ouest, mais également des pays d'Afrique de l'Est, je dirais de la Mauritanie, pour schématiser, de la Mauritanie à la Namibie, voire même à l'Afrique du Sud, et tout partira de Côte d'Ivoire. Mais là, tu veux produire? Production. D'accord, donc production pas distribuer uniquement. Production, distribution à partir de la Côte d'Ivoire dans tous les pays que j'ai cités, et la production en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il faut pour produire donc des macarons? Je te vois venir, mon cher Marc, je te vois venir. Alors, il faut du sucre, évidemment, du blanc d'œuf, mais il faut de l'amande. Et je fais le parallèle avec ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le ministre, sur l'agriculture. Il y a 20 ans, plus ou moins, j'ai rencontré des entreprises, notamment françaises et allemandes, et je leur ai dit, vous savez, il y a quelque chose qui est sous-exploité en Afrique, c'est la noix de cajou. Aucune de ces entreprises-là n'a souhaité y aller. Et lors d'un salon aux États-Unis, j'ai rencontré des gens et des intervenants qui étaient indiens. Et je leur en ai parlé.
et on connaît la suite de l'histoire. Aujourd'hui, on est au même niveau pour la badame. Tout le monde connaît le badamier, c'est vachement sympa, ça donne de l'ombre, c'est super, mais ça peut faire beaucoup plus. Aujourd'hui, la badame, vous ne l'exploitez pas du tout. Alors je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais je parle d'un sens plus général. Les pays africains n'exploitent pas du tout la badame. C'est les Américains qui ont tout le monopole de l'amande. La badame, c'est quoi? C'est de l'amande. On ne va pas leur laisser faire ça. On est d'accord, monsieur le ministre? Hein? Bon. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir monter une structure de production et de transformation de badame en Côte d'Ivoire. Mais comme la badame est présente également dans tous les pays africains, c'est de pouvoir importer, amener en Côte d'Ivoire et transformer en Côte d'Ivoire la badame présente dans les pays africains. Alors, je parle des pays africains, des pays limitrophes. J'ai été à l'école à Yamoussoukro, donc je connais bien ma géographie. Donc, on parle aussi bien de la Guinée que du Togo, du Ghana, du Bénin, etc., etc. Voilà. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est effectivement pouvoir monter une structure, pouvoir la transformer en Côte d'Ivoire et après l'exporter. On produit où de la banane? Enfin, les principales régions de banane, monsieur le ministre, c'est où? Les principales régions productrices de banane, où est-ce qu'il y a des badamiers, quoi, en fait, en Côte d'Ivoire? Ici, on peut produire de la banane pratiquement dans toute la partie forestière de la Côte d'Ivoire. Donc, au sud jusqu'au centre, à l'est, à l'ouest, et dans quelques zones basses au nord. Voilà. Donc, vous en pensez quoi? Il est pratiquement possible de produire de la banane partout en Côte d'Ivoire. Mais je pense que cet exemple qu'il vient de présenter résume parfaitement notre état d'esprit. Ce n'est pas normal qu'on soit exportateur de produits bruts et importateur de produits transformés que nous consommons. Vous voyez tous un macaron, à quoi ressemble un macaron? Est-ce qu'il est normal qu'on importe ça? Voilà. Si on veut manger des macarons, ou bien on s'en passe. C'est une façon de traiter la question. Mais si on veut manger des macarons, on peut les fabriquer sur place. Surtout qu'il vient de dire les ingrédients qui composent ce macaron, et on voit bien qu'il est possible parfaitement, localement, de le produire. Bon, monsieur le ministre, il va falloir l'aider. Puis on aurait bien aimé goûter les macarons, mais bon. Alors c'est un macaron, pas un macron. Hein. Non, parce que je l'ai déjà eu celle-là aussi, donc c'est un macaron. Deuxième exemple, merci Olivier. J'espère que ça va réussir et que monsieur le ministre va t'aider. J'en doute pas d'ailleurs. Deuxième exemple, peut-être autour des moulins et notamment de la valorisation de la partie agricole avec une expérimentation qui est faite. Donc je vous présente l'entreprise Almapro, monsieur le ministre Manuel Garcia, qui vous expliquait ce qu'il est en train de mettre en place avec le CDT, c'est ça ? Tout à fait. Oui, bonjour à tous, monsieur le ministre. Effectivement, oui. Donc nous fabriquons, la société Almapro, fabriquons des moulins sur meule de pierre. On accompagne depuis plus de 25 ans nos agriculteurs français à valoriser ce qu'on appelle en France le circuit court, des produits directement de la ferme jusqu'au consommateur. Voilà. Et dans les étapes principales, vous parliez effectivement de première transformation, deuxième transformation. À chaque fois que l'on accroche en fait un maillon de la chaîne de la transformation, de la valorisation, et bien en fait on accroche un maillon de la valorisation. La région Auvergne-Rhône-Alpes, nous a fait venir en Côte d'Ivoire pour regarder les possibilités qu'il y avait de transformation et de valorisation directement sur place. Et il existe déjà une activité de transformation et de valorisation, mais avec l'appui du ministère de l'Agriculture que vous représentez et avec l'appui du ministère de l'Industrie par le parallèle du CDT, nous avons créé en fait un partenariat en région avec le Centre de promotion de la technologie en Côte d'Ivoire, qui est venu en fait en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous regardez notre entreprise, regardez ce qui était intéressant dans notre technologie et a réalisé en fait un cahier des charges pour avoir des produits qui puissent être adaptés à la réalité du terrain de Côte d'Ivoire.
Donc ce partenariat en fait, a créé en fait, un moulin qui peut fonctionner avec 3 panneaux solaires, donc, de manière qui peut du coup être facilement diffusable. Et actuellement est en train d'être faire le tour de la Côte d'Ivoire avec une caravane que réalise le CDT, hein, donc ce centre de promotion et de la technologie, pour en fait faire la promotion du transformé et du valorisé local. Voilà. Donc on est ici sur place sur le territoire pour aussi travailler sur ce biais-là, montrer en fait toutes les possibilités pour faire de la transformation. Alors en France, on la connaît sous format de blé. Vous avez raison, ici tout peut pousser, mais aussi de maïs, du riz. On fait aussi très bien du niébé, du manioc, de l'igname, de la patate douce, même de la banane, donc faire des farines un peu. Donc, ce qui permet en fait d'ouvrir le potentiel agricole et créer de la valeur directement au cœur des territoires. Et entre la produit brut et la farine qui est produite dans le moulin, quel est le facteur, si on peut dire, de valeur ajoutée? En fait, ça reste assez simple. On prend par exemple le maïs. Le maïs, aujourd'hui, on va le trouver autour des 250 francs, 300 francs le kilo de maïs. La farine de maïs, on va la trouver autour des 850 francs. Donc vous allez faire un peu plus de 500 francs de valeur ajoutée quand vous le transformez, vous le valorisez directement. Et puis ça permet d'ouvrir un potentiel incroyable de création en termes culinaires avec cela. Donc du coup, c'est un potentiel assez fort. Alors, question idiote, comment on finance ça? Alors, comment on finance ça? Ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs modèles qui sont en train de travailler. On est en train de travailler justement avec en Togo, en mettant en place avec la société ABN, un nouveau modèle aussi de société qui va permettre en fait de venir créer en fait ce qu'on appelle la maison des services, dans lequel en fait on va faire du paiement à l'usage, hein, qui évite effectivement de mobiliser des fonds et qui va permettre en fait du coup d'accéder assez rapidement en fait à la machine, donc qui peut être aussi un accélérateur de transformation et de valorisation, quoi. Alors, on va en parler tout de suite avec Nabil Habib, qui est juste à votre gauche. Nabil, qui est président d'une société qui s'appelle ABN, qui est aussi en région Rhône-Alpes, à Saint-Étienne, hein, c'est ça, mais qui est dans le domaine du froid, c'est ça? Tout à fait. Bonjour à tous. Je suis Nabil Habib, fondateur d'une entreprise qui s'appelle ABN Engineering Consulting, spécialisée dans le froid industriel et le traitement d'air. Le froid s'adresse principalement à l'agro, et le traitement d'air, c'est pour faire des salles blanches, qui s'adresse plutôt aux industries de santé. Et j'aime bien commencer par la citation d'Hippocrate qui a dit ça il y a 2500 ans, que ton médicament soit ta nourriture et que ta nourriture soit ton médicament. Et nous, on s'adresse à ces deux-là. Et au-delà de la souveraineté alimentaire, on pense également un peu à la souveraineté sanitaire. Pour ne pas casser l'ambiance, produire c'est bien. Mais jeter la moitié, c'est pas bien du tout. Et les chiffres de la FAO le confirme, en Afrique subsaharienne, 50% des produits alimentaires sont jetés, faute de conservation. Donc conserver ça, bien sûr, on peut sécher quand c'est possible, on peut saler, on peut sucrer, mais il y a un seul moyen de conservation sans altérer les caractéristiques nutritives et alimentaires des produits, c'est le froid. Donc, alors, quelle est ton innovation sur le sujet? Parce que le froid, c'est ancien. L'innovation sur le sujet, c'est très simple. J'étais en 2019 au Sénégal et le ministre, votre collègue, le ministre de l'Agriculture sénégalais, qui dit « Nous avons produit cette année 400 000 tonnes d'oignons qui, normalement, répondent aux besoins du pays. Sauf que 200 000 tonnes ont été jetées faute de conservation. Ils ont été obligés d'importer 200 000 tonnes des Pays-Bas pour satisfaire le besoin de la population. » Je suis parti de là-dedans, je me suis dit « Il faut absolument qu'on trouve une solution. » D'où le produit que nous avons sorti qui s'appelle le Solar Cooler, qui est un conteneur frigorifique solaire, comme son nom l'indique, et avec 8 heures d'ensoleillement, on a 48 heures d'autonomie à 4-5 degrés, dans lequel donc on va pouvoir stocker tous les produits frais, que ce soit du maraîcher dont vous avez parlé, que ce soit des produits de la mer, que ce soit des bananes, etc. etc. Bien sûr, il ne faut pas mélanger bananes et poissons dans le même conteneur, mais l'idée, justement, c'est de dire il peut être off-grid, bord-champ, et à ce moment-là, on peut aller mettre les produits là-dedans et stocker nos produits frais. L'expérience connaît de la mangue, on ramasse sa mangue et on la le met dans ton conteneur. Tout à fait. Donc,
L'avantage justement de ce produit, c'est qu'on peut le mettre bord champ, comme on peut le mettre sur le marché, d'où l'idée dont a parlé Manuel, qui est la maison des services, où on va répondre à plusieurs problématiques à la fois. C'est pour ça qu'on l'a appelé maison des services, c'est de passer de l'économie du bol à l'économie ISO pour peser les produits, de conserver les produits frais dans ces 2 conteneurs par maison, de transformer les graines en farine et d'essayer de glisser petit à petit les commerçantes, parce que majoritairement ce sont des commerçantes sur les marchés, vers le système formel, parce qu'aujourd'hui, vous en avez parlé, il y a énormément d'informels dans toute cette économie et il est important de faire glisser toute cette économie-là vers le formel pour que ça soit structuré, pour que les gens aient une protection santé, etc. Parce que, au fait, le projet répond aux 17 ODD, les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc là, en fait, c'est payant à l'usage, si j'ai bien compris. Donc tu poses ton conteneur quelque part et les gens le louent pour... Tout à fait. Donc le conteneur, on a défini une volumétrie. C'est-à-dire que c'est une caisse... on appelle ça en France la caisse à libère, c'est la caisse plastique ajourée, dans laquelle on peut mettre jusqu'à 20 kg de pommes de terre ou 7 ou 8 kg de poivrons, puisque ça dépend des densités. Et cette caisse va dormir à l'hôtel, dans ce solar cooler, et elle paye sa nuit d'hôtel, qui peut être 100 francs la nuit, par exemple. Donc après, le commerçant ou l'agriculteur peut mettre le produit qu'il a à stocker à l'intérieur de ses caisses, et c'est identifié, c'est pesé à l'entrée, c'est pesé à la sortie, etc. Et la commerçante, surtout, n'est pas obligée de vendre le produit à la fin de la journée, parce que vous savez, dans les marchés, avec la chaleur et l'humidité, le produit frais, à la fin de la journée, ou il est bradé, ou il est jeté. Et là, on peut le garder à l'hôtel, à la température qui va bien, et le lendemain, on le vend au prix du matin, mais pas au prix du soir. Et là, tu peux faire la même chose pour les agriculteurs, si j'ai bien compris. Tout à fait, bien sûr. On peut très bien être bord champ. Ça répond à la demande de centre de service dont vous parliez, monsieur le ministre, quelques instants. Donc tu pourrais mettre une espèce d'autoroute du froid entre des champs et Abidjan ou Tout à fait. On est en train de discuter justement avec des grands opérateurs de la logistique qui trouvent effectivement, parce que le conteneur, on peut très bien avoir les panneaux dessus s'il est appelé à être fixe, comme on peut mettre les panneaux solaires au sol et le conteneur peut se déplacer. Et on n'a pas besoin d'énergie, ni de groupe électrogène, ni de quoi que ce soit, puisqu'il a une autonomie de 48 heures. Donc on peut très bien, une fois qu'il est plein, l'amener au port ou dans un centre logistique où l'électricité est disponible et le ramener vide pour se faire charger par les produits qui vont être justement produits par les agriculteurs. Double innovation, intéressant. Et bonne chance pour la mise en place du projet au Togo. Quatrième exemple, Awa Traoré, bonjour. Alors, monsieur le ministre, je crois que vous la connaissez déjà bien. Par contre, tout le monde ne vous connaît pas. Awa, donc, vous êtes à la tête d'une grosse coopérative. Hein. Combien de personnes? Elle rassemble combien d'agriculteurs? Bonjour, 9000 agriculteurs. 9000 agriculteurs. Oui. Principalement dans le cacao? Principalement dans le cacao, 9000 producteurs d'une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes. 20 000 tonnes, ce qui est énorme. Énorme. Alors, vous avez... Alors, je ne veux pas non plus trop aborder la question de crise agricole, mais enfin, le cacao a vécu une crise quand même assez intense ces derniers temps. Je crois que, monsieur le ministre, vous êtes arrivé juste au bon moment pour traiter la crise. Vous le ressentez comment ? D'accord. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de la femme. Dans la région de Lamé, il y a une femme qui se lève très tôt le matin pour ouvrir les cabosses, qui les fermente, qui les sèche au soleil. Elle connaît mieux le cacao que personne au monde. Et pourtant, elle n'a jamais goûté à une tablette de chocolat, une tablette faite avec son cacao. C'est bizarre. C'est tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. La crise, elle n'est pas liée à une question de prix, mais c'est une question
liées à la structuration. Selon une étude de la FAO, il faut $6 000 par an pour une famille de 8 personnes pour pouvoir vivre décemment. Mais dans la cacaoculture, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les producteurs n'arrivent même pas à avoir moins d'1 € par personne par jour. Malgré tous les efforts du ministère de l'Agriculture, plus particulièrement du Conseil Café Cacao, qui a beaucoup travaillé pour améliorer la qualité, la production, mais malgré tout cela, le producteur ou la productrice n'arrive pas à vivre décemment. Et cette condition de précarité fait qu'aujourd'hui, nous les jeunes, nous partons. Et il n'y a plus personne pour pouvoir entretenir les vergers. Et de plus en plus, l'orpaillage illégal gagne du terrain. Donc pour dire que la crise que nous vivons n'est pas forcément liée à une question de prix, parce que ces 5 dernières années, nous avons vu des prix qui étaient hauts et tout d'un coup qui chutent, mais malgré tout ça, là, il n'y a pas eu d'impact. Donc le véritable problème, ce n'est pas le prix, mais il est structurel. Ce qui veut dire que nous devons arrêter de vendre les fèves et se concentrer plutôt sur la transformation. Et pas n'importe quelle transformation, jusqu'au chocolat. Parce que c'est là que se trouve la vraie valeur. Et l'étude de la FAO a démontré que 70% de la valeur et 90% de la marge vont aux distributeurs et aux marques. 18,5% de la valeur aux pays producteurs, 7,5% de la marge. Mais le producteur, dans tout cela, il ne gagne que à peine 11% du prix final. Donc, nous tous, on est d'accord qu'il y a un problème. Et tant que nous n'allons pas transformer, mais nous allons toujours subir l'impact de la volatilité des prix sur le marché international. Alors, quel est votre projet, Awa, là-dessus? Parce que je ne vous connais pas encore très bien, mais vous m'avez l'air d'être quelqu'un de déterminé et qui est actif. Donc, vous avez, si je comprends bien, un projet de transformation, parce qu'en l'occurrence, vous n'allez pas rester les bras croisés pour créer une unité de transformation de cacao et pour faire du chocolat. Aujourd'hui, ça s'impose à nous. Avec tout ce que nous avons vécu, je pense qu'on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, toutes les productrices, comme les producteurs, veulent aller à la transformation. Pas mettre une grande unité de transformation, mais juste des petites lignes qui nous permettent de faire nos propres recettes et de pouvoir les vendre sur le plan local et pourquoi pas en Afrique. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de raisonner multinational, avec des très grosses unités, on peut peut-être raisonner en lean management. Manuel me parle tout le temps de lean management, avec des petites unités qu'on cumule, quoi, finalement. Oui, effectivement. Parce qu'on nous a toujours fait croire que pour faire de la transformation, il faut des grandes unités. Pourtant, quand on regarde la chaîne de valeur, lorsqu'on produit, par exemple, avec les grandes unités industrialisées, par exemple, on n'a que 5,8% de la valeur en produisant le beurre, la masse, la poudre. Donc, ça ne résout pas le problème puisque c'est une commodité. Mais la vraie transformation, c'est le chocolat. Parce que c'est là qu'il y a de la valeur. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Et nous, on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir de gros financements. Même avec de petits financements, on peut mettre des petites lignes en place dans nos différentes communautés. Parce qu'aujourd'hui, nous aussi, on veut décider. On ne veut pas s'asseoir là pour que les autres décident pour nous. Mais nous-mêmes, nous voulons aller à la transformation, consommer ce que nous produisons, de telle sorte qu'il y ait un véritable impact positif dans nos différentes communautés, qu'il y ait un changement dans les villages, surtout pour les femmes.
Les femmes qui constituent un maillon essentiel dans cette production. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Je donnerai la parole au ministre juste derrière. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? J'ai ma baguette magique là, il faudrait que je fasse quoi? Moi, je pense qu'on a tout dans la salle ici. Hein. On a des investisseurs. Donc, on a besoin d'investisseurs parce que pour mettre une unité en place, il faut du financement. Mais on ne parle pas de crédit de campagne, mais il nous faut vraiment un financement sur le long terme qui nous permet aussi de pouvoir faire un retour sur investissement. Il nous faut aussi de l'expertise parce que nous allons faire du chocolat, nous allons produire certes, mais la coopérative, elle peut le faire, mais en termes de branding, de marketing, c'est une autre expertise. Donc, on aura besoin aussi d'expertise, on aura besoin aussi de coopérer avec des gens qui savent le faire pour pouvoir mieux vendre nos produits, nos marques, pour pouvoir mieux impacter nos communautés. Bravo. Monsieur le ministre, il marche tout seul normalement. Il marche tout seul normalement. Petite réaction, vous me disiez, tiens. Difficile, en effet, de se retrouver devant un public sans parler de cacao depuis un certain temps. Je voudrais commencer par saluer l'action de Madame Traoré au niveau de sa région et de la coopérative qu'elle dirige. C'est justement le modèle que nous essayons de promouvoir, de coopératives qui permettent aux producteurs de faire le premier pas, justement, vers la structuration de leur activité et même vers la production comme elle est en train de l'envisager. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 coopératives de ce type qui ont été mises en place, qui sont actives et qui travaillent l'une ou l'autre à faire avancer les choses. La deuxième chose que je dirais, et je pense que c'est le terme qu'elle a utilisé, c'est que ce n'est plus un problème de prix, c'est un problème structurel. Je pense en effet qu'il nous faut regarder autrement cette question-là. La chute a été brutale. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous sommes passés de 13 000 $ à peu près la tonne à 2 900 $ en 4 mois, en 4-5 mois. Donc ça, dans n'importe quelle activité, quelle que soit l'activité, vous prenez un coup de massue. Énorme. Et a fortiori, quand cette activité, comme en Côte d'Ivoire, représente jusqu'à près de 20% du produit intérieur brut. Donc ça a été brutal, ça a été extrêmement douloureux. Mais aujourd'hui, on essaie de comprendre. Et les premières réflexions qu'on fait, c'est que déjà dans les années 80, Houphouët-Boigny, pour ceux qui sont les plus âgés dans la salle, vous devez vous souvenir de la phrase qu'il utilisait. Il parlait de termes de la détérioration, des termes de l'échange, à l'époque déjà. C'est les années 80. On n'en a pas tiré les enseignements. On est arrivé plus récemment à la crise de 2016-2017, où on était exactement dans la même situation. Et 10 ans après, on se retrouve à nouveau face à cette chute brutale des prix. Et les autres questions qu'on peut se poser, au-delà de celles que je viens d'évoquer, c'est que nos pays, et c'est pour ça que hier, il y a eu un sommet à Abidjan, si vous avez suivi notre actualité, un sommet des 2 chefs d'État, du Ghana et de Côte d'Ivoire, pour parler stratégie cacao, parce que la Côte d'Ivoire seule fait 40%. Avec le Ghana, nous sommes à 60% à peu près de la production mondiale de cacao. Et quand nous ajoutons quelques autres pays africains, le Nigeria, le Cameroun, le Congo, la Guinée même et le Libéria qui commencent à monter en gamme, nous approchons les 80%. Donc nous nous disons, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas sur le marché. Comment
pourquoi, malgré toute cette puissance, nous ne récoltons ou ne collectons que 6% de la valeur. C'est incroyable. De la valeur finale. Donc il y a vraiment une question, qui est une question de fond. Je ne vais pas ici dévoiler tout ce qui a été arrêté, parce qu'avant ce sommet hier, nous avons eu de longs échanges avec nos amis ghanéens, et nous avons eu une réunion ministérielle lundi, réunion où nous avons vraiment débattu de questions stratégiques, et j'espère que tout cela aura un impact positif sur la marche de la filière cacao. Mais ce que nous encourageons aujourd'hui, c'est ce qu'elle a dit, c'est la petite transformation. On ne va pas passer des 0 à 100% d'usines qui font 50 000 tonnes, 100 000 tonnes. Nous avons des artisans déjà, aujourd'hui, qui font des chocolats de très bonne qualité. C'est vrai que c'est destiné à une niche du marché, mais on pourrait imaginer effectivement un chocolat fait par des artisans, par des coopératives comme la coopérative Kayat d'Adzopé, n'est-ce pas? Madame Traoré, c'est Adzopé. Ouais. Kayat d'Adzopé. Il y en a d'autres. Donc on peut souhaiter que de petites coopératives comme ça commencent à envisager la production de produits finis. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il y a une dernière question à laquelle il nous faudra apporter une réponse. C'est la consommation. Il y a la distribution, il y a tous les canaux logistiques, etc. Mais c'est la consommation. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Europe, c'est autour de 5 kilos par an de chocolat consommé par tête d'habitant. Les champions, ce sont les Suisses, 10 kilos. La moyenne africaine, c'est 250 grammes. Bon, voilà, tout est là. Donc, après, vous pouvez les réexporter aussi. Hein, c'est pas... Et alors là, celui qui est à votre droite, là, lui, il consomme plusieurs tonnes. Ce que je dis n'exclut pas l'exportation. Il faudra continuer à exporter. Il faudra continuer à développer le marché. Mais pour conforter davantage nos positions, il nous faudra promouvoir un marché de consommation local du cacao, à l'échelle africaine, pas seulement ivoirienne, à l'échelle africaine. Si nous savons consommer, nous savons agir plus facilement sur le marché. Et bien entendu, si nous savons transformer, nous savons agir également sur le marché. Donc voilà, le calcul est vite fait, où les priorités sont vite définies. Transformation, logistique, jusqu'au marché de consommation, et on aura et financement. Et bien entendu, à chaque étape, il faudra du financement. Bon, les personnes ou les hommes d'affaires qui sont dans la salle ont bien compris les priorités que nous avons et surtout les opportunités qu'ils peuvent saisir. Nous pensons que sur toute la chaîne, il y a des opportunités. Donc nous vous invitons... Ce qui me permet de faire parler Christophe Plast, qui est juste à votre gauche, qui dirige l'Afrique de l'Ouest pour la Banque publique d'investissement française, et qui souhaitait particulièrement intervenir sur le secteur agroalimentaire. Et c'est pour ça que je dis, viens, qu'est-ce que BPI France fait pour le secteur agroalimentaire ici? Est-ce que c'est une priorité? Merci beaucoup Marc. Donc, tout d'abord, je souhaitais vous remercier, Monsieur le Ministre, de votre présence et de rehausser ce panel aujourd'hui. Merci également aux Rencontres Africa pour cette organisation. Donc, le thème du panel, agroalimentaire, la révolution du secteur vers la transformation, est-elle une nécessité? Donc j'aurais répondu un triple oui. Donc oui pour la souveraineté, c'est ce que vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, oui pour la création d'emplois, et oui également pour le renforcement des courants d'affaires entre des entités économiques françaises et ivoiriennes, vu que c'est également le thème de ces rencontres Africa. Et donc sur le rôle de BPI France, pour aller vers la réussite de cette nécessité, je voulais évoquer deux grands axes. Deux grands axes, bien sûr, liés au financement et à l'investissement. Donc le premier, sur le financement du secteur privé ivoirien, plus largement africain, mais également sur le financement de projets publics.
Donc BPI France, la banque publique d'investissement qui dispose d'un bureau ici à Abidjan, est en capacité de financer le secteur privé donc, ivoirien, mais également donc, de financer donc, des projets publics sur des montants de projets entre 1 million d'euros à 100 millions d'euros. Et il est vrai que le secteur agricole et agroalimentaire ressort tout particulièrement dans les financements que nous mettons en place. Et c'est même, je dirais, donc, un des objectifs numéro 1 donc, du bureau ici à Abidjan. Et je voulais citer donc, aujourd'hui donc, différents projets, certains en Côte d'Ivoire, d'autres qui ont été mis en place dans d'autres pays de la région, mais que nous cherchons à répliquer ici donc, en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez cité, monsieur le ministre, des projets rizicoles. Il se trouve que donc, en Haute-Guinée, donc, en Guinée, nous avons eu à travailler donc, sur la mise en place donc, de projets rizicoles pour financer des acteurs donc, locaux qui cherchaient à faire l'acquisition donc, d'engins de mécanisation, mais également donc, qui ont fait l'acquisition donc, d'unités de transformation donc, du paddy en riz. Et ça, c'est typiquement le genre de projet que nous souhaitons donc, répliquer donc, en Côte d'Ivoire avec des acteurs privés. Des expériences donc, dans la production industrielle, sur des usines de production de boissons, sur la mise en place d'usines donc, de production de pain industriel. Et cela aussi, donc, ce sont des projets que nous cherchons donc, à financer avec le secteur privé ivoirien pour davantage donc, créer donc, d'emplois à plus haute valeur ajoutée. Travailler sur le financement donc, d'engins de mécanisation agricole, mais également donc, de projets liés à l'élevage. Et tout particulièrement, donc, je citerai donc, l'élevage donc, avicole, où donc, nous avons de nombreuses références en Guinée, au Sénégal, en Mauritanie. Et je pourrais citer donc, une société française qui faisait partie de la délégation, la société NTD France, qui a travaillé notamment avec CIPRA sur la mise en place donc, de fermes avicoles. Et nous échangeons avec cette société et des acteurs privés ivoiriens pour développer et financer des projets donc, avicoles ici en Côte d'Ivoire, ce qui permet donc, de remonter donc, également la chaîne de valeur. Mais là, tu finances directement les acteurs ivoiriens. Alors là, quand on s'appelle BPI France, on s'attend plutôt à ce que tu finances les Français. Nous finançons donc des acteurs ivoiriens, donc dans le cadre des partenariats qu'ils ont avec des sociétés françaises. Donc nous allons financer les courants d'affaires donc, entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais ce sont pleinement donc, des acteurs ivoiriens qui sont financés. Et merci Marc, ça me permet donc de faire une transition sur le PND. Et donc monsieur le ministre, nous avons bien vu que dans le PND, donc 70% va être financé par le secteur privé. Et donc l'enjeu pour nous est donc de travailler avec les acteurs donc, privés ivoiriens de l'agriculture et de l'agroalimentaire, mais également, et je dirais même peut-être surtout, donc aller à la rencontre d'acteurs du BTP, d'acteurs de l'énergie, d'acteurs qui ont du capital, qui ont la possibilité donc d'avoir accès à des réserves foncières, qui ne sont pas du tout dans le secteur agricole, mais qui voudraient y aller. Et donc nous cherchons donc à adresser ces acteurs-là, de manière à mieux connaître leurs besoins, de manière donc en lien avec Business France, donc leur présenter donc des sociétés françaises qui pourraient proposer donc des études agricoles, proposer des engins de mécanisation, proposer donc des projets d'élevage et bien sûr des projets de stockage, car sans stockage, pas d'agriculture pérenne. Et donc l'objectif plein et entier, c'est vraiment donc, oui, le financement du secteur privé ivoirien et d'aller à la rencontre d'acteurs qui ont du capital et qui veulent aller dans ce secteur dans une logique de diversification. Et ces échanges, on les a au quotidien avec des acteurs bancaires, des acteurs des travaux publics qui commencent tout juste à aller dans ce secteur, mais qui sentent l'impulsion donc, de l'État également donc, à les inciter donc, à aller dans ce secteur. Ça, c'était le premier volet que je voulais évoquer avec vous, donc sur le financement à destination donc, de projets privés, mais également de projets publics, type aménagement hydro-agricole, donc stockage au niveau étatique, sur lesquels donc, nous sommes totalement en capacité de travailler sur le financement de la République de Côte d'Ivoire donc, sur ces projets. Et le deuxième axe, et donc celui-ci va également donc, s'adresser donc, notamment à des PME, à des ETI françaises, également des grands groupes, c'est inciter donc, des acteurs français à être dans des logiques d'investissement ici en Côte d'Ivoire. Donc ça a été bien cité donc, sur l'exemple des macarons, et donc j'aurai d'autres choses à évoquer donc, dessus. Mais c'est donc inciter donc, les acteurs français à être plus dans des logiques d'investissement que d'export ici en Côte d'Ivoire. Donc d'investir dans des projets de production agricole, dans des projets donc, agro-industriels, et de ne pas le faire seul. Donc, dans toutes nos conversations donc, avec des PME ETI françaises, c'est de leur dire soyez dans des logiques d'investissement, mais non pas seuls. Faites-le donc en co-investissement donc avec des partenaires donc, du secteur privé ivoirien. On est aujourd'hui au sein de la CGECI, donc c'est
des messages que l'on souhaitait vraiment réaffirmer. Tout ça dans des logiques de co-investissement et de co-industrialisation entre des opérateurs économiques donc de Côte d'Ivoire et de France. Et donc les outils financiers existent. Nous, c'est vraiment notre rôle au quotidien, donc de pouvoir dérisquer donc les investissements donc de sociétés françaises ici en Côte d'Ivoire, de pouvoir garantir leurs apports en fonds propres, de pouvoir co-investir à leur côté, de pouvoir financer leur BFR, donc de leur BFR également. Et donc je pourrais citer donc différents exemples à la fois à l'échelle régionale, mais également donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pourrais citer donc la société donc Host, donc qui est une société française qui évolue dans la production agricole, qui se déploie en Afrique de l'Ouest sur des projets de production d'engrais organominéraux, qui commencent des tests donc, de production de maïs. Et on discute avec ce type d'acteurs pour qu'ils puissent donc, investir donc, dans la région et tout particulièrement donc, ici donc, en Côte d'Ivoire. Donc 2 axes principaux pour nous. Donc inciter à l'investissement donc, de sociétés françaises donc, en lien avec des partenaires ivoiriens donc, ici, et surtout nous adresser donc, dans le cadre du PND au secteur privé donc, ivoirien donc, qui évolue déjà dans ce secteur agricole ou agroalimentaire, ou qu'il n'y ait pas pour justement financer les projets de diversification. Merci. Je vais demander à Jérémy Thien de bien vouloir faire un petit aspect conclusif. Avant, Olivier, tu voulais réagir, tu me dis ça sur ce que disait Awa. Non, je voulais réagir sur ce que disait Monsieur le Ministre, sur la consommation des individus. On est à 250 grammes, vous aviez dit, sur la consommation ivoirienne par individu. Oui, effectivement, c'est important que les gens consomment plus et donc aient plus accès aux produits. Il y a 2 pays qui sont maintenant qui consomment de plus en plus, c'est la Chine et l'Inde. Et en fait, aujourd'hui, vous avez, je crois, la consommation sur la Chine, c'est plus de 100%. Et sur l'Inde, ça doit avoisiner les 300%. Donc il faut pas hésiter à leur vendre aussi un peu de cacao, un peu de transformé, un peu de chocolat. Oui, je vous rassure, on y travaille. C'est 200% d'accroissement, mais 200% de rien, ça ne donne pas grand-chose. Bon, voilà. Donc, on part de tellement bas sur ces pays-là qu'il faut encore beaucoup de travail. Et donc, c'est des chiffres impressionnants en termes relatifs, mais en valeur absolue, ça reste encore très, très, très faible. Mais nous pensons que ce sont des marchés du futur. Voilà. L'Inde, la Chine, etc. Non, je voulais juste revenir sur le fait que le précédent intervenant a parlé du PND et juste rappeler que le PND, c'est le Plan National de Développement. Et le Plan National de Développement, en ce qui concerne le secteur de l'agriculture, est décliné à travers ce qui s'appelle le PNIA, le Programme National d'Investissement Agricole. Et par hasard, nous lançons ce programme demain, dans une cérémonie présidée par le Premier ministre, donc au Sofitel, Hôtel d'Ivoire, sans faire de publicité. Donc je vous en parle pour tous ceux qui sont intéressés pour investir dans le secteur agricole. Donc le lancement de la formulation du PNIA, c'est demain, à 10h ou 11h, je ne sais plus. Voilà. Parfait. Donc ça, c'était l'information importante à donner. Et puis, je vais peut-être terminer, parce que j'imagine que c'est pour la conclusion que vous êtes là, juste avant vous, indiquer qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui par le gouvernement qui vont faciliter l'investissement. C'est ce qui s'appelle les pôles agricoles que nous mettons en place, les pôles agricoles, les pôles agro-industriels, pour être complet, les pôles agro-industriels qui font bien le lien et la transition entre la production et la transformation. Et il est prévu 9 pôles qui vont mailler toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont pratiquement déjà en fonctionnement. Le pôle centre, le pôle nord-est et le pôle nord. Bon, et il y en a d'autres. Et chaque pôle couvre à peu près 3-4 régions. Donc, c'est une superficie qui permet vraiment d'avoir une activité importante, forte, rentable. Et ces pôles concernent vraiment ou couvrent tous les aspects de la production, tout ce que je viens de dire au plan de la mécanisation, de la maîtrise de l'eau, de l'intensification des rendements, etc., etc.
Et vous ajoutez à tout cela le volet transformation, première transformation, deuxième, voire même jusqu'au bout. Aujourd'hui, par exemple, au niveau du coton, puisque l'agropole Nord va gérer, par exemple, la filière coton, mais le coton, aujourd'hui, nous sommes seulement après la première transformation. Donc, nous arrivons sans doute à extraire du fil, mais il faut aller plus loin. Parce que la chaîne ou la filière textile, elle va jusqu'à l'habit que nous portons. Voilà, donc il faut être capable de couvrir toute cette chaîne-là jusqu'au bout. Et il y a encore des maillons importants de la chaîne qui ne sont pas couverts en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc tout cela pour vous dire que nous sommes sur un espace où il y a beaucoup d'opportunités, sur un espace où il y a également beaucoup de sécurité parce que l'État est présent à vos côtés, l'État investit autant que vous, donc a autant intérêt que vous à ce que les projets qui sont mis en œuvre réussissent. Voilà, merci, Monsieur le Ministre. Jérémy, tu représentes beaucoup d'entreprises françaises agroalimentaires parce que tu es président de Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. Bon, qu'est-ce que c'est un peu évoqué et est-ce que tu vois, toi, des sujets de coopération finalement avec des entreprises ivoiriennes comme avec Awa par exemple Ah, en régie, si, ça y est. On attend voir. Hop, voilà, pardon. Merci beaucoup. Oui, des coopérations, j'en vois beaucoup, elles sont déjà en route, en réalité. Une bonne partie de l'expression ce matin, c'est déjà des projets qui sont en route. Et je suis d'autant plus heureux qu'on ait entendu ces projets-là, que ce sont des projets qui sont construits ici, avec des entreprises qu'on a amenées dans nos collectifs, qui se sont rencontrés ici et qui ont eu l'idée de travailler ensemble lors des événements en Côte d'Ivoire. Donc c'est déjà une première raison de se réjouir. Ce que j'ai entendu ce matin aussi, franchement, il y a certains moments, j'ai cru être en France dans une réunion agricole. Quand on parle de circuits longs, de circuits courts, quand on parle de la valeur captée par le producteur, quand on parle de la distribution, des contraintes environnementales, du financement. Tu veux dire que c'est partout pareil? Oui, la question de la souveraineté alimentaire aujourd'hui, elle est mondiale, on la partage très largement. La question de la stratégie ivoirienne de souveraineté alimentaire, elle est très largement partagée par une région comme Auvergne-Rhône-Alpes, qui est à la fois une région très agricole et à la fois une région très industrielle, qui a la présence d'entreprises agroalimentaires très fortes. Et nous, notre credo, notre ADN, c'est de valoriser, c'est de promouvoir ces savoir-faire et ces produits. Et ce qui est gagnant-gagnant dans notre partenariat avec la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'on revient tous les ans, qu'on travaille ça de manière profonde et régulière, c'est que justement, on a des savoir-faire, on a un certain nombre de produits qui peuvent répondre à la stratégie ivoirienne de souveraineté alimentaire, sans oublier qu'il faut que ça marche dans l'autre sens aussi. On a eu l'exemple, quand on a fait les rencontres économiques il y a maintenant 1 an, avec la boutique paysanne, par exemple. Il y a de la place pour les produits ivoiriens sur le marché français, sur le marché de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Et quand on fait de la transformation et qu'on capte de la valeur, ça veut dire aussi qu'on a des produits qui sont prêts à être directement commercialisés sur le marché français, sur le marché européen. Et c'est tout l'intérêt de ces rencontres, et c'est ce qu'on a passé beaucoup de temps à le dire, mais je crois que c'est en train de se concrétiser de manière vraiment évidente, c'est que ça marche dans les deux sens, c'est gagnant-gagnant, c'est pour l'économie, pour le développement humain également. Alors la question du financement, elle est essentielle, et c'est très bien, je suis ravi d'avoir entendu BPI France, parce que dans tous les échanges qu'on a pu avoir jusqu'à présent, on se rend compte, et particulièrement sur les petites structures, que l'accès au financement, il est essentiel pour concrétiser le projet. On peut arriver avec de très bonnes solutions, on peut arriver avec des gens qui ont déjà travaillé ensemble avec des solutions techniques qui sont hyper pertinentes pour l'accès au marché national, mais aussi au marché export des produits ivoiriens transformés. Mais il y en a besoin, voilà, d'avoir une sécurisation sur les financements. Est-ce que toi, tu es prêt à faciliter finalement aussi des contacts, hein, parce que pour les gens qui sont présents bien sûr, ici. moi je suis à votre écoute, à votre disposition. Vous avez
dans vos documents un petit carnet bleu dans lequel vous avez l'ensemble des entreprises qui sont là, et on peut continuer à poursuivre l'échange, et de toute façon on va revenir, et puis je pense qu'aussi on va continuer à se voir en France. On s'est vu très récemment sur le salon de l'agriculture avec l'ensemble des ministres qui étaient présents, où on avait déjà pu échanger sur la stratégie. Donc en fait c'est un contact qui est quasi permanent et qu'on fait vivre tout au long de l'année. Merci Jérémy, merci à vous tous. Merci Monsieur le Ministre d'avoir présidé ce panel. Et je trouve que c'était très intéressant. Puis les cas sont très pratiques, hein, finalement. Là, on est vraiment dans de la coopération active. Et je vous dis pour ceux que le sujet financement intéresse qu'à 14h dans cette même salle, nous avons la conférence sur le financement. Voilà, mais avec la demi-heure ivoirienne. Oui, Yvan, ben vas-y, tu veux dire quelque chose? Tiens. Ah, attends, il faut l'allumer. Il y a un petit bouton là. Oui, bonjour. Non, je précisais juste que l'horaire de la conférence financement, logiquement, c'est à 13h30. On a un timing serré aujourd'hui. Vous savez, l'ambassadeur de France invite les participants, collectivités territoriales et entrepreneurs, acteurs économiques, à un cocktail à la résidence de l'ambassade à 17h30, en présence du président de l'AIRF, M. Laurent Wauquiez. Donc ça veut dire qu'il faut quitter ici à 16h30, parce que c'est un peu bouché pour aller jusqu'à la résidence de l'ambassadeur. C'est pourquoi ce serait bien de commencer vers 13h30 à cette conférence financement. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir.